Vendredi 21 novembre, vous écoutez À la Une. Bonjour, ici Naïla Bendali en remplacement de Mathieu Bellumeur qui sera à Midi Info aujourd'hui. Je prends donc sa place, Mathieu Bellumeur qui sera de retour lundi. Ça me fait un grand plaisir de vous retrouver. Nous sommes vendredi, donc Alexandra Chatzka sera avec nous. Elle va nous parler de ce scandale de corruption en Ukraine qui fait couler beaucoup d'encre alors qu'il y a également ce plan de paix présenté là, aux Ukrainiens qui fait la part belle quand même aux demandes russes. Donc on va éclaircir tout ça avec Alexandra. Et Jean-Philippe Robillard va être avec nous aussi pour faire le point sur cette crise au Parti libéral du Québec, le torchon qui brûle toujours. Il y a eu cette mise en demeure de Geneviève Hintz qui demandait à Marois Risky de dire qu'il n'y avait pas de motif de congédiement, de dire publiquement du moins. Bon, ça n'a pas été fait publiquement. On sait qu'il y a une lettre qui a été envoyée par les avocats de Mme Risky à Mme Hintz. Ça sera à suivre, bien entendu, qu'est-ce qui va se passer de ce côté-là. Sinon, il y a Véronique Méran qui est avec nous, comme d'habitude, fidèle au poste. Bonjour, Véronique. Bonjour, Naïda. Alors, ça va être une journée en mélange. Une journée en mélange, c'est déjà commencé, donc mélange de précipitations. Quantité totale assez modeste et c'est la neige qui ouvre le bal. Secteur de l'Outaouais, Montréal, on a un risque de précipitation verglaçante. D'ailleurs, déjà du côté de l'Outaouais, je vois du grésil, là, secteur Outaouais, Ottawa, ce matin tôt. Risque de précipitation verglaçante pour la couronne nord de Montréal. Ce sera à surveiller là, de Gatineau à Saint-Jérôme d'ici le début de l'après-midi. Secteur plus au nord, en passant par l'Abitibi, en s'en allant vers Trois-Rivières, Québec, ce sera surtout la neige au nord du fleuve. Une dizaine de centimètres au total, le Saguenay, la Côte-Nord, l'Abitibi, à peu près 5 pour le Témiscamingue, Québec, les Laurentides et moins de 5 ailleurs. Donc, c'est un système qui passe rapidement et qui est quand même peu chargé en humidité. Donc, la quantité de précipitation au total, elle est assez faible. Déjà là, ce matin, on a encore du brouillard dans la grande région de Montréal, donc ça va se dissiper tranquillement, mais ça reste assez gris avec cette petite neige qui va s'infiltrer dans le scénario, neige qui va se changer en pluie en après-midi parce que oui, il y aura petit rebond des températures, c'est-à-dire 3 à 5 degrés pour les régions les plus au sud. On restera autour de 2 dans les Laurentides, moins 1 à Québec où la neige devrait commencer ce matin. Ce sera mêlé de pluie pour les régions plus au sud. Secteur de l'Outaouais, on est déjà en mélange neige-grésil, ça se changera en pluie. On atteindra 5 degrés. Pour ce qui est de la fin de semaine, là, c'est le régime hivernal qui sera de retour, encore une fois, avec des températures qui vont graviter autour du point de congélation, un peu comme on a eu toute la semaine. Encore une possibilité de flocons tôt samedi matin. Il y aura de l'instabilité derrière ce système-là. Alors, venteux aussi samedi, secteur ouest, le vent 40 km à l'heure. Plutôt nuageux, quelques éclaircies. Et dimanche, il y a un autre système qui entre par la porte du nord-ouest, celui-là, et qui va ramener un peu de neige en cours de journée. 1 centimètre ou 2, ça peut même être mêlé de pluie pour les régions plus au sud et on garde en tête 1 à 3 degrés. Donc, fin de semaine quand même assez froide en perspective. Du côté de l'Abitibi, la neige va s'estomper graduellement aujourd'hui. Le maximum, c'est 2 degrés. Le Saguenay, le Lac-Saint-Jean, on a encore un 2 à 4 centimètres supplémentaires à venir. Ça commencera en mi-journée pour le Bas-Saint-Laurent. 0-1 côté Mercure vers la Gaspésie, la Côte-Nord. C'est un ciel qui s'ennuage. La neige commence ce matin sur la Côte-Nord. On pourrait aller chercher une dizaine de centimètres jusqu'à demain, alors que du côté de la péninsule gaspésienne, oui, il peut y avoir des flocons, mais quand même des accumulations un petit peu plus faibles avec des températures à près de 4 degrés. Nuages et flocons fondants sur l'ensemble du territoire ontarien. Les averses sont sous forme de pluie. Pour Toronto-Windsor, ça se dégagera cet après-midi. 10-11 degrés au thermomètre aujourd'hui. Ça grimpera à 6 du côté d'Ottawa. Grésil en ce moment, tournant à la pluie. Dans l'ouest, c'est du temps plutôt variable, mais doux pour la saison. 6 à 11 degrés à Edmonton et Calgary, 4 à Regina, 1 à Winnipeg. La fin de semaine sera belle et douce dans l'ouest et elle sera pluvieuse à Vancouver. Ça commence ce matin avec un maximum de 9. Merci beaucoup, Véronique. Bonne journée. Matheson s'avance pour empêcher la sortie des Capitals, mais ce sera fait avec Pontas et cette remise en lobe vers Ethan Frank. Il n'en avait pas cette saison. Olivier, rien ne va plus pour le Canadien de Montréal. Qu'est-ce qui se passe, là? Ben, ça va pas bien. Oui, ça, Voilà la j'avais meilleure manière résumé de résumer.
Ben oui, ça a très mal été encore une fois hier pour le Canadien de Montréal. On savait que les Capitals de Washington venaient de battre les Oilers d'Edmonton avec une victoire de 7-4. Oui, 2 buts dans un filet désert, mais quand même 7 buts marqués. Et 24 heures plus tard, ils arrivent au Centre Bell. Ils rejouent à peu près dans le même scénario. Victoire de 8-4 hier. Et c'est on jouait hier face à l'équipe qui nous avait éliminés au premier tour des séries éliminatoires, qui avait un peu intimidé physiquement le Canadien de Montréal. Oui. Et certains pensaient qu'un message allait être envoyé hier. Je ne sais pas qui a envoyé le message, mais c'est certainement les Capitals aux Canadiens de Montréal. Le message étant que les 3 matchs qu'on va jouer les uns contre les autres cette année vont être difficiles. Hier, Alexander Ovechkin a marqué un tour du chapeau, 3 buts dans le match d'hier. Même. Ça a d'ailleurs été la première étoile de la rencontre. 33e tour du chapeau pour le Russe en carrière. Ça, c'est assez impressionnant. Puis ce qu'on retiendra du match d'hier, c'est que le Canadien a tenté de compétitionner contre les Capitals. Et malheureusement, on doit quand même l'admettre, dans le match d'hier, les gardiens de but n'ont pas fait le travail. Samuel Montembeault a été battu lors de ses 2e et 3e buts un peu faiblement du côté de la mitaine. Et c'en était fait pour lui. C'est Jakub Dobeš qui est entré en scène et c'est quand même 5 buts accordés par Jakub Dobeš. À chaque fois qu'on sentait le Canadien capable peut-être de menacer les Capitals, ben là, il y avait un but qui venait. Et on peut pas dire que ça a été toujours très élégant devant la cage du Canadien de Montréal. C'est ce qui inquiète un peu, je dirais, les partisans, mais aussi Martin Saint-Louis. Déjà, on peut l'écouter, l'entraîneur-chef du Canadien de Montréal, nous parler un peu de ce match d'hier qui avait des allures du Canadien des mauvais jours. Moi, je suis déçu parce que c'est comme si on est retourné dans le temps un petit peu à soir. Tu sais, ça, c'est décevant. Notre bon était bon, mais on s'est tiré dans le pied. C'est comme si on a reculé 14 ans, je sais pas, 13 mois, 14 mois. Le bon, il est bon, mais le mauvais, il est très mauvais. Hier, ça a été très mauvais. Quoique, Martin Saint-Louis disait qu'à un certain moment, 3e période, j'avais encore confiance que notre équipe pouvait peut-être aller chercher la victoire. Et il n'a pas tort, mais c'est vrai qu'il a manqué encore une fois quelque chose aux Canadiens de Montréal, peut-être cette fameuse constance dont on parle beaucoup depuis le début de la saison. Et il a été questionné sur le travail des gardiens de but. Voici une de ses réponses. Est-ce que le goaler peut être meilleur? C'est sûr qu'il peut être meilleur, mais faut qu'on fasse une job en avant d'eux autres aussi. Là. Puis on n'a pas assez de constance. On se donne pas, on les aide pas constamment. T'sais? Fait que c'est facile à pointer du doigt, mais... C'est facile à pointer du doigt. On l'a d'ailleurs questionné davantage et il a perdu patience dans le point de presse d'hier lorsqu'on lui demandait qu'est-ce qu'on peut faire devant lui. Puis il a nommé à peu près tout ce qu'on peut nommer comme aspect du jeu à améliorer en disant « En voulez-vous plus? » Dans le sens où on peut arrêter de chercher. Là, ça a été un mauvais match puis on peut passer à autre chose. Peut-être les points positifs, Joe Veleno a marqué son premier but dans l'uniforme du Canadien hier. Il y a Brendan Gallagher qui a marqué aussi son premier de la saison. Donc ça, c'est quand même rassurant. Mais sinon, c'est à peu près tout ce qu'on peut se mettre sous la dent. Et donc, voilà pour le Canadien de Montréal et cette mauvaise sortie d'hier contre les Capitals de Washington. Oui, après un début de saison quand même assez prometteur, c'est un peu plus difficile. Ça s'étire un peu, effectivement. Voilà. Et rapidement, qu'est-ce qu'on surveille en fin de semaine? Bien, plusieurs choses. Déjà ce matin, vers 5h50, match de quart de finale aux Mondiaux de volleyball de plage. Une compétition dont j'ai pas beaucoup parlé, mais on doit suivre Melissa Oumana-Paredes et Brandy Wilkerson, ces 2 Canadiennes médaillées d'argent des derniers Jeux olympiques à Paris. Elles sont en quart de finale contre un duo brésilien. C'est à 5h50, comme je le disais, donc on gardera un œil peut-être pour voir si elles progresseront dans ce tournoi. Sinon, cette fin de semaine, Coupe du monde de longue piste à Calgary, 2e étape de la saison. On surveillera entre autres Valérie Maltais qui avait remporté 3 médailles d'argent lors du premier arrêt à Salt Lake City. Il y a aussi un peu de courte piste qui se disputera cette fin de semaine en Pologne, mais surtout début de saison pour la victoire de Montréal. C'est dimanche à Boston contre la Fleet. Et d'ailleurs, cette saison débute ce soir avec 2 matchs, dont un match à Vancouver qui implique les 2 nouvelles équipes qui font leur entrée dans la LPHF, donc Seattle et Vancouver qui s'affronteront à Vancouver. C'est à 19h. En fait, là, c'est pas heure de l'Est. Là, on parle de l'heure du Pacifique, donc probablement 22h, heure de l'Est. Voilà, donc c'est à surveiller ce soir pour ce début de saison. Peut-être un peu plus glorieux que les Canadiens de Montréal. On leur souhaite. Merci beaucoup. Plaisir.
À la revue de presse ce matin, d'abord, dans la Presse Plus, on apprend que la transition numérique des banques alimentaires, c'est un vrai cauchemar. C'est ce que dénoncent des intervenants parce que dès mars 2026, les Québécois qui ont recours aux banques alimentaires vont devoir fournir une foule d'informations personnelles. Ça va être colligé sur une plateforme d'information numérique. Parmi les questions, on va demander aux gens s'ils sont mariés, s'ils sont nés au Canada, quelle a été leur dernière scolarité atteinte, est-ce qu'ils sont en bonne santé mentale. C'est une approche qui est jugée intrusive et qui alourdit le travail d'organismes communautaires qui sont déjà à bout de souffle, qui ont déjà très peu de ressources. Parce qu'avant, depuis jusqu'à mars 2026, les banques alimentaires, elles gèrent leur clientèle un peu comme elles le veulent. Elles collectent les données qu'elles jugent nécessaires pour la distribution. Mais dès mars 2026, ça va changer avec ce questionnaire qu'on veut pour avoir un portrait peut-être plus détaillé de l'insécurité alimentaire. Il y aura ces séries de questions. On va créer un profil sur une plateforme numérique aux gens qui vont chercher des paniers. On va enregistrer leur passage également. Selon le directeur général des banques alimentaires du Québec, c'est pour avoir l'information la plus complète possible, pour avoir un meilleur aperçu des fluctuations. Mais sur le terrain, c'est une charge de travail accrue que dénoncent des organismes. Dans la section affaires de la presse, on apprend que la taxe sur les logements vacants, c'était une solution qui était espérée, mais qui est finalement boudée par les villes. En 2024, aucune municipalité de la province a appliqué cette taxe sur les logements vacants. C'est ce que nous apprend la presse. Le gouvernement Legault, qui avait pourtant présenté cette mesure il y a 2 ans comme une réponse à la crise du logement. L'administration Plante à Montréal, notamment, avait estimé que ça pouvait changer la donne, qu'on pouvait recueillir des dizaines de millions de dollars avec cette taxe sur les logements vacants. Mais malgré l'appui, l'intérêt de plusieurs municipalités, il n'y en a aucune qui a utilisé ce pouvoir. Pourquoi? Selon l'Union des municipalités du Québec, c'est parce que c'est très complexe de la mettre en œuvre. Ça freine l'utilisation de cet outil. Chaque ville, chaque municipalité doit un peu déterminer son plan de match et ça fait que c'est assez complexe pour les administrations municipales de mettre ça en œuvre. Dans le devoir, ce qui retient l'attention, le torchon brûle toujours au Parti libéral du Québec, 24 heures après avoir reçu la mise en demeure de son ancienne chef de cabinet, Geneviève Hintz. Marois Risky n'y avait pas donné suite, du moins publiquement. On a appris qu'il y a eu une lettre de la part des avocats qui a été envoyée à Geneviève Hintz. C'est aussi en une de la Presse Plus. On va en parler avec Jean-Philippe Robillard dans quelques instants. Sur le site de radiocanada.ca, reconnaissance de la Palestine, imbroglio à Passeport Canada. Il y a une Canadienne qui est née en Israël. Elle dénonce la confusion survenue dans un bureau de Passeport Canada. Elle a voulu inscrire son lieu de naissance sur son document de voyage. Elle qui est née dans une ville près de Tel Aviv, donc en Israël. Mais les gens au bureau des passeports lui ont dit, non, il faut écrire Palestine maintenant. Il y a eu un changement de directive. En cause, c'est la reconnaissance de la Palestine officialisée en septembre par le premier ministre Carney, où là, on disait que les gens nés dans les territoires palestiniens après 1948, donc après la reconnaissance d'Israël, allaient pouvoir marquer la Palestine sur leur passeport. Mais là, il y a vraiment beaucoup de confusion là-dessus. C'est à lire sur notre site Internet. Et je termine rapidement avec la une du Journal de Montréal, cet accident tragique survenu hier à Laval. Une adolescente de seulement 13 ans qui a été happée à mort non loin de chez elle par une chauffeuse d'autobus scolaire. Ça s'est passé en fin de journée. Selon les informations du Journal de Montréal, cette collision aurait pu survenir alors que le bus effectuait un virage, aurait passé par-dessus la victime. Ça serait l'une des thèses étudiées par la police, mais ça choque beaucoup dans ce quartier, le quartier Champfleury à Laval. Alors, c'est encore en une ce matin du Devoir de la presse. Je vous en parlais il y a quelques instants. L'ex-chef parlementaire du Parti libéral du Québec, Marois Risky, a décidé de répondre par la voix de ses avocats. Elle n'a pas répondu publiquement, mais ses avocats ont envoyé une lettre à cette demande de rétractation que lui a acheminée son ex-directrice de cabinet, Geneviève Hintz,
qu'elle a congédié en début de semaine. Jean-Philippe Robillard, c'est donc un conflit qu'on pourrait voir se transporter devant les tribunaux. Oui, effectivement. Et ce qu'on sait pour le moment, c'est que Marois Risky a répondu dans les délais prescrits, Naïla, c'est-à-dire dans moins de 24 heures après avoir reçu la mise en demeure, qui lui demandait de se rétracter, d'admettre, dans le fond, publiquement qu'il n'y avait pas de motif justifiant le renvoi de sa chef de cabinet, Geneviève Hintz. À défaut de quoi, il pourrait y avoir éventuellement une poursuite qui serait entamée, mais on ne sait pas ce que Marois Risky a répondu. On ne connaît pas les détails pour l'instant, le contenu de la réponse qu'elle a envoyée, parce que ça n'a pas été dévoilé publiquement. Et jusqu'à présent, on le sait, la députée n'a toujours pas donné de détails, sa version des faits, n'a pas accordé encore d'entrevue, ce qui fait que le mystère plane toujours. Oui, toujours le brouillard. Là. Oui, effectivement. D'ailleurs, hier, le chef du parti, Pablo Rodriguez, qui participait à une activité de financement, a de nouveau, à la suite d'une question d'un de mes collègues, demandé à Marois Risky de sortir de son mutisme, de donner des explications. Moi, j'espère connaître les faits. Madame Risky a licencié, renvoyé Mme Hintz sans m'expliquer, sans me consulter à l'avance et sans m'expliquer quoi que ce soit. Alors, j'ai demandé à connaître les motifs, je ne les connais pas encore. Mais moi, j'ai une pensée par Marois, je l'aime beaucoup, je n'ai jamais eu de chicane, on n'a jamais levé le ton, on n'a jamais eu de différend. Je l'ai toujours beaucoup respecté. Et comme tous les collègues, aussi, on a un caucus solide. Alors, c'est une crise à traverser, on va la traverser. Et selon nos sources, il s'agirait, Naïla, donc d'un dossier de ressources humaines. Marois Risky aurait l'intention, semble-t-il, de respecter la loi et les enquêtes également qui sont en cours, dont celle qui a été lancée, qui sera déclenchée par le Parti libéral. Mais semble-t-il qu'elle aurait pris la décision de ne pas commenter publiquement l'affaire. Et tout ça, évidemment, ça a un impact sur l'image du Parti libéral du Québec, alors qu'on est à 1 an seulement des prochaines élections. Je vous invite à écouter à ce sujet l'ex-ministre libérale, Christine Saint-Pierre. J'ai vu comme un édifice là, qui venait de s'effondrer après tout le travail qui avait été fait. C'est ça qui était difficile à réaliser cette semaine. Parce que c'est un parti qui a passé à travers certaines épreuves, c'est-à-dire tout ce qui a touché des scandales et toutes les questions de financement et tout ça. Puis on avait bien nettoyé ça. Puis on commençait, je pense, à reprendre du galon dans l'opinion publique. Un édifice en train de s'effondrer. L'image est forte quand même, oui, mais j'imagine que plusieurs libéraux, c'est l'image qu'ils ont en tête. De cette tourmente-là, de ce qu'ils ont déjà vécu. Exactement. On rejoue un peu dans des scénarios qu'on a déjà connus. En parallèle à ça, le gouvernement Legault envisage de modifier la loi électorale parce qu'on a appris, avec peut-être un peu de surprise, qu'on pouvait donner de l'argent contre un vote lors d'une course à la chefferie. Ce n'est pas illégal. Oui, et ça découle d'une autre histoire qui n'est pas celle, par exemple, de Marois Risky, du congédiement de sa chef de cabinet. Ça découle de l'histoire qui a été publiée cette semaine par le Journal de Montréal qui dévoilait des textos qui laissaient entendre que des membres de la formation politique, des libéraux, auraient été récompensés avec de l'argent pour voter pour Pablo Rodriguez lors de la dernière course à la direction du parti, ce qui n'est pas illégal. Vous l'avez dit, parce que selon Élections Québec, le fait de rémunérer une personne pour obtenir son vote dans le contexte d'une course à la chefferie, c'est pas une infraction. Par courriel, il y a le cabinet du ministre responsable des institutions démocratiques, Jean-François Roberge, qui nous a dit à mes collègues à Radio-Canada qu'il y a des vérifications qui sont en cours pour voir la meilleure façon, la meilleure manière de régler ce qu'on qualifie au cabinet de brèche. Oui, et ça pourrait se faire assez vite. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci, au revoir. En Ukraine maintenant, encore une nuit de bombardements russes sur les populations civiles. Ça fait au moins 5 morts dans la ville de Zaporizhia, au moment même où les États-Unis proposent un nouveau plan de paix à Kiev. Une paix qui, selon plusieurs analystes, ressemblerait à une capitulation pour les Ukrainiens. Mais cette fois-ci, la proposition américaine arrive à un moment particulièrement mauvais pour l'Ukraine. Les autorités de Kiev font face à un énorme scandale de corruption qui touche les plus hautes sphères de l'État. J'en parle avec Alexandra Chatska. Bonjour, Alexandra. Bonjour, Naila. Alors, c'est le résultat d'une très longue enquête qui vient d'être rendue publique. De quoi s'agit-il?
Mais c'est une enquête qui a duré 15 mois, portait le nom de Midas, comme le personnage de la mythologie grecque qui changeait tout en or. Vous allez voir, c'était un peu le cas. Et ça a été mené par le Bureau national anticorruption qui a découvert un détournement de fonds d'environ 100 millions de dollars américains. Et c'était par le biais surtout de pots de vin de 10 15 sur chaque contrat public que la compagnie nationale Energatom signait. Energatom est un opérateur public qui chapeaute toutes les centrales nucléaires du pays. C'est le plus grand producteur d'électricité de l'Ukraine. Alors, l'enquête a été faite surtout à l'aide d'écoutes, d'enregistrements secrets. Le 10 novembre dernier, il y a 70 perquisitions qui ont été faites à travers le pays. 7 personnes ont été arrêtées et inculpées, dont 5 sont toujours en détention. Ce qui est le plus grave, c'est que ce sont les collaborateurs les plus proches du président Zelensky et parmi eux, à la tête apparemment de ce plan de corruption, un collaborateur de longue date du président, un ami proche, copropriétaire de la maison de production Kvartal 95, vous vous souvenez, qui a produit la fameuse série Serviteur du peuple, où Zelensky jouait comme comédien. Et alors, ce collaborateur, cet ami, Timur Mundich, a réussi à s'enfuir à Moscou quelques heures avant son arrestation. Alors, c'est assez rocambolesque. Oui, tout à fait. Et c'est pas le seul personnage important qui est impliqué dans ce scandale de corruption. Non, pas le seul. Parmi les personnes arrêtées, il y a la ministre de l'Énergie, le ministre de la Justice, ainsi qu'un ancien vice-premier ministre. Sur les enregistrements qui sont très incriminants, toutes ces personnes avaient des pseudonymes, elles s'appelaient Che Guevara, professeur, Carlson. Un des suspects sur les enregistrements se plaint de maux de dos à force de transporter des sacs de cash. Alors, oui, quand même. D'argent liquide, alors quand même. Et alors, la question qui se pose évidemment, c'est qu'est-ce que savait le président? Jusqu'à quel point ça peut l'éclabousser? Toujours est-il que l'été dernier, le bureau du président a fait des pressions sur les agences anticorruption qui menaient cette enquête et des services secrets ont même arrêté brièvement certains enquêteurs. Et le lendemain, une loi a été votée au Parlement pour limiter l'indépendance des agences anticorruption qui sont quand même très fortes en Ukraine. Et ça a provoqué de grandes manifestations à travers le pays, surtout des jeunes qui ont manifesté, et la loi a été abrogée. Alors, l'enquête a pu continuer avec les résultats qu'on voit aujourd'hui. On peut au moins dire que la démocratie est bien vivante en Ukraine. Oui, mais quand même, on se pose la question, quel impact ce scandale peut avoir sur cette guerre qui dure depuis bientôt 4 ans? Un impact assez grand, je dirais, parce que d'abord, l'Ukraine dépend de l'aide militaire de l'étranger, de l'Europe, des États-Unis. Et si on sait qu'une partie de cet argent, d'argent de l'État est détourné, les donateurs seront évidemment plus réticents. Ben oui. À l'intérieur du pays aussi, la population est fatiguée de cette guerre. L'armée arrive difficilement à recruter. Par exemple, le taux mensuel de désertion est de 2/3 parmi les nouvelles recrues. 23 000 recrues sur les 30 000 dernièrement recrutés ont déserté. Qui a envie de risquer sa vie sous le commandement d'un État corrompu, n'est-ce pas? Alors, l'Ukraine ne peut pas se permettre de tolérer la corruption. D'ailleurs, on a découvert qu'une partie de cet argent a été transférée à Moscou et c'est assez démoralisant. Alors, Zelensky jouissait d'une autorité très forte, on le comparait à Churchill, mais maintenant, ce scandale ternit son image. Ah, absolument. Et ça, absolument, oui. Eh bien, on va suivre ça, Alexandra Chatzka. Merci beaucoup pour vos lumières. Au plaisir, au revoir. Voilà, c'était votre édition du Vendredi à la Une. Bonne journée.